vous offrir chaque matin un petit déjeuner auréolé d'informations et de divertissement. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Nous ouvrons la parenthèse avec vous. La parenthèse, vous le savez, c'est 90 minutes de régal, d'astuces, d'anecdotes, de partage et surtout de bonne humeur. Et c'est justement dans la bonne humeur et la détente que nous démarrons ce nouveau numéro en faisant un tour chez notre astrologue visionnaire. À nous, bien évidemment, les projecteurs sont allumés aujourd'hui sur le signe parapluie. L'horoscope selon Pipi Wabaro, c'est une production de l'ORTB. Madame, Moi, c'est Madame Oléry. oui, moi je vous souhaite longue vie. Amen, amen. Parce que vraiment, je Je suis fort. Je suis pas né. Et ils m'ont fabriqué. Ah, vous êtes. Je ne suis pas un homme. Vous êtes de génie. Ils m'ont fabriqué. Ah, vraiment, vous Descendant êtes de super. Dieu. Non, directement. moi, je suis né en mois du juillet, oui. Juillet. Hmm. Juillet. 29 juillet. 29 juillet. Vous êtes parapluie. Et non. Oui, parapluie. Vous êtes parapluie. Si parapluie, Ça veut dire quoi? c'est un bon signe. Merci. Mais il y a Médien au coup d'eau. Les signes parapluie, il préfère, s'il a 1000 francs dans sa poche, il préfère donner ça à l'autre et dormir à jeun. Monsieur, j'ai pas beaucoup d'argent. Moi, Merci. Moi, Il aime faire ça. je suis comme ça. Il est prêt à donner tout ce qu'il a aux autres. Et lui, là, il va rester comme ça. Moi, vous êtes génie. Parce que, vraiment. ben, l'épreuve, si vous avez, si vous avez coupé votre tête pour préparer ça à quelqu'un d'autre, après avoir fini ça, vous êtes méprisé par la personne. Vous voyez, non? Même on ne vous considère plus. C'est comme ça. Soy métier. Et voilà! Parce que la parapluie, quand il y a la pluie, c'est la parapluie. C'est lui qui subit les conséquences de l'eau. Et la personne qui est dessous là, la pluie ne peut pas les frapper. Moi, oui, comprends. C'est lui qui a protégé l'autre personne, oui. de ne pas être mouillé. Moi, oui. Mais lui aussi, il est en train de mouiller. Oui. Hein? Oui. Après la pluie, on jette. On ne sait pas là où même Oui, on a mis la parapluie. oui, oui. C'est Oui. quand d'autres pluies a commencé, et ils vont dire, ah, putain, gazé pour la pluie, là, non. Donc c'est comme ça votre vie. La soleil, c'est lui qui c'est la parapluie qui va protéger l'autre. L'autre est dans l'ombre. C'est lui qui subit la chaleur. Monsieur, Et après, on le jette. Je peux changer maintenant. Là où vous êtes maintenant, nous mettons bleu à mais na gbaho choku a mais ya don debu a si mi to me e mi delon de me ya don debu choku a bo me ka se wada gbe me debu do mi wada gbe kaka o e la on se mi se hokpa ko na on jodo mi comprend bien mi na mi blo ye kaka me alogudo pe monsieur mais Dieu va vous bénir en donnant l'autre pour rester comme ça, c'est Dieu qui va vous bénir. Monsieur, on va vous changer ça si vous voulez mais à do fin pas. Je peux avoir votre contact. Contact, il n'y a pas de problème. C'est 00 00 Oui. 00 encore 4 et 6 0 6 0 et 95 à la fin. Ah, le numéro vrai. Oui, c'est ça. 6-0. 6 0 et 95 à la fin. Ok. Appelez-moi seulement, madame. Donc, À jeudi. On va jeudi. changer. D'accord. Ok, merci. Hein. Donc, je vais vous dire, monsieur, si je suis mot, monsieur, merci à vous. Vous voyez ça? Elle a des problèmes, oui. Elle a des problèmes, non. Contactez l'astrologue visionnaire très particulier pour avoir donc votre signe. Le contact, vous l'avez donc reçu. Dans l'élément, Mylène Fanou, bonjour. Bonjour Raymond, bonjour aux amis téléspectateurs. Avec vous, on fait la première escale de ce marathon. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui dans la rubrique santé? Aujourd'hui, on parle de la méditation et je suis certaine que tu te demandes ce que la méditation vient faire dans une rubrique santé. Ça, c'est une certitude. Tout comme ceux qui nous suivent d'ailleurs. Et laissez-moi vous dire que des études scientifiques ont montré les bienfaits de la méditation sur notre santé mentale, mais aussi sur notre santé physique. Et il faut comprendre que la méditation, ce n'est pas de la relaxation, ce n'est pas non plus à proprement parler la solution miracle à tous les maux, ni son but
premier, mais elle a un impact important sur notre santé. Alors, ce matin, nous allons apprendre à méditer avec mon invité Vinandevi Boléa. Bonjour. Bonjour. On a tellement d'idées reçues sur la méditation que finalement, on se demande ce que c'est. Qu'est-ce que c'est la méditation? La méditation, c'est de se donner à soi-même un petit espace. On est trop préoccupé dans ce monde mouvementé, on oublie soi-même. De se donner un petit espace pour être avec soi-même. Et être avec soi-même, de créer un calme à l'intérieur pour se détacher avec le bruit de l'extérieur et le bruit mental. Comment est-ce qu'on arrive à créer ce calme en nous? Oui, c'est très facile, mais nous avons besoin que de la volonté. La volonté, et nous avons aussi besoin de s'organiser. Ça ne demande pas beaucoup de temps. De votre réveil le matin, vous devrez avoir des pensées positives, des pensées saines, des pensées productives. Il ne faut pas amener les tensions de hier au nouveau lever de jour. Hein? Sinon, c'est tout un brouillon. Hein? On commence par mélanger les choses. Mais il faut savoir que chaque jour, c'est une opportunité dans notre vie. Et qu'est-ce que moi, je veux apporter à moi-même et à la société et au monde? Parce que quand on est en train de vivre, on ne vit pas pour soi-même. On vit dans une société, on vit dans un monde. Il faut que l'énergie que je dégage, ça m'apporte un plus et ça apporte un plus dans le monde. Comment ça se passe? C'est de créer les meilleures des choses qu'on souhaite pour soi-même. Et on ne doit pas être égoïste, on ne doit pas souhaiter le bon pour soi-même et le contraire pour les autres. La positivité, c'est l'énergie que je dégage pour moi-même, c'est ça que je partage dans la société. Donc, quand on médite, on cultive tout ça en nous, c'est bien cela. Oui. Et pour méditer, est-ce qu'il n'y a pas des prédispositions à avoir? Je me lève simplement le matin ou à midi et puis j'essaie de créer le calme en moi. Ou comment ça se fait? Oui. Il faut que je sois moi-même. C'est naturel, facile et simple. Il faut que je sois moi-même, être avec moi-même et de me demander qu'est-ce que je veux dans ma vie. Et naturellement, tout ce qu'on veut, c'est tout ce qui est le meilleur dans le monde. Mais on oublie un aspect très important, la joie. La joie de vivre, c'est le capital. Si on a la joie, tout va venir automatiquement. Mais ce qui se passe, on essaye de courir vers les matériels ou se faire impressionner par les autres, mais on oublie le soi, la joie de vivre. Si on a la joie de vivre, si on a la joie dans notre vie, on partage la joie dans notre entourage, veut dire il faut qu'il y ait le sourire et le rire. Le sourire et le rire, c'est quelque chose qui est en chacun de nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Le tension de la vie se pèse sur le mental et on s'assoit avec un panier sur notre tête. Naturellement, on ne va pas être à l'aise. Il faut se vider, il faut se dégager, il faut se libérer. Alors, la position ou bien l'attitude qu'il faut adopter, c'est être vous-même. Vous asseoir dans une position confortable, très relaxe, très détendue, et vous essayez de vous emmener dans cet espace de silence qu'on a tous en nous. Mais pour cela, il faut se connaître. Et comment se connaître? Pour se connaître, il y a la méditation de Raja Yoga
dans laquelle on dispense des enseignements gratuits au service à la communauté. Mais dans cet petit espace, on ne va pas pouvoir donner tous les détails, mais il faut se donner un peu de temps pour se connaître. Se connaître, c'est je suis quelque chose qui est subtil, l'énergie vivante. Je suis moi-même la vie. Alors je vis ma vie dans ce monde, on dit on est en vie. Quand on est en vie, veut dire on n'est pas cette enveloppe que les autres voient. Je suis quelque chose qui est très subtil et très dense. Si on se donne un petit espace, on va cultiver en nous la paix et plus particulièrement les valeurs qu'on a besoin pour une société meilleure. Il faut donc se donner de l'espace, il faut surtout apprendre à se connaître. Il y a une question qui revient souvent, je dirais une question, on a une difficulté quand on essaye de méditer, on se demande si on doit se concentrer sur quelque chose, à quoi est-ce qu'on doit exactement penser quand on médite? Oui. Déjà, quand on utilise le mot de la concentration, ça devient un peu lourd. Le mot de la concentration, pour les autres, ça devient un peu lourd, je n'arrive pas à concentrer. On enlève le mot de la concentration, on utilise le mot focaliser. On se focalise sur soi-même. Alors, focaliser sur soi-même, déjà le mot focaliser, déjà nous détend. Alors, je tourne toutes mes attentions vers moi-même, vers l'intérieur. Maintenant, si à l'intérieur il y a tellement de bruit, si le mental, on appelle l'esprit, a tellement de pensées, c'est mieux d'aller dans un endroit calme pour la pratique. Et la méditation, on peut le pratiquer n'importe où nous sommes. Il peut y avoir du bruit autour de nous, mais si on a une bonne pratique, alors le bruit ne nous dérange pas. Généralement, il nous faut combien de minutes, combien d'heures par jour pour Bon, on va dire, on commence par 1 minute par jour et vous augmentez si 5 minutes par jour, le matin 5 minutes et avant d'aller se coucher 5 minutes. C'est largement suffisant. Oui. Et si on s'habitue, on veut vraiment construire un moi meilleur, chaque heure, on s'habitue à avoir une pause. Pause pour 1 minute. 1 minute pendant 16 heures de temps, ça nous fait 16 minutes. 16 minutes de productivité pour soi-même. Herman, on va maintenant suivre le témoignage d'un homme qui a vu sa vie changer grâce à la méditation. Suivons. Ce que j'avais au départ, avant de commencer, a complètement diminué. J'améliore au jour le jour les prestations que je donne à mes clients et ils sont toujours satisfaits des résultats. Alors qu'auparavant, j'étais focalisé sur la routine et le stress qui me plombait au quotidien. Oui. Une bonne méditation avant de se coucher permet de relaxer tout le corps et de nous conduire dans tous les états de relaxation de notre être. Il faut être confortablement assis, la colonne vertébrale bien droite, le cou également droit, de façon complètement détendue. Ensuite, on focalise son attention sur le troisième œil, qui n'est rien d'autre que le point entre nos sourcils, de façon à ne pas se laisser distraire par les images ou les influences extérieures. Tu l'as vu, c'est un peu bref. Et on remarque généralement que les hommes qui méditent sont souvent, les hommes grand âge bien sûr, sont souvent très calmes. Ils prennent tout le temps quand ils doivent s'exprimer. Est-ce que c'est parce qu'ils se connaissent et parce qu'ils ont retrouvé ce calme en eux qu'ils l'expriment, l'extériorisent?
comme je vous avais dit, il faut se donner un petit espace pour être introverti, pour récrocoville. Quand on est à l'intérieur de soi-même, veut dire on permet à toutes nos potentialités intérieures d'être visibles. Alors tout ce qui est à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on veut, être calme, la paix, la tranquillité. Mais c'est ce qui se passe, c'est que je permets à mes qualités innées de s'exprimer au lieu de se permettre d'être comme la société est actuellement. Nous savons que la société actuellement est un peu déséquilibrée parce que il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup d'attentes et il y a une compétition. Alors c'est ça qui est le bruit que le mental est en train d'absorber. Mais quand je me donne un petit espace, alors je me permets à mes qualités intérieures de s'exprimer. Tu t'imagines, Hermande, ce que cette paix intérieure, cette joie et autres peuvent avoir sur ta santé? Et justement, c'est ce qui m'amène à demander à Madame Vina Devi, Madame, comment on peut arriver à méditer si votre cœur, il bat dette, vous avez des dettes partout? C'est vrai. Comme j'ai dit que dans la société qu'on est en train de vivre actuellement, c'est nous qui la construisons ainsi. Tous les temps, je donne l'exemple de nos grands-parents. Ils avaient plusieurs enfants, mais ils vivaient une vie harmonieuse, une vie gaie. Mais nous avons oublié, nous avons perdu la joie de vivre parce que il y a le besoin et il y a l'autre, le nécessaire. On est en train d'oublier le nécessaire, on est en train de tourner vers le besoin. Le besoin, c'est parce que il faut que je me mette dans un tel état, une telle position pour que les autres aussi voient que j'en ai. Le besoin et le désir, c'est deux choses. Mais maintenant, on s'endette le pourquoi. Quand on s'endette, c'est que on n'a pas bien fait le calcul, le plan. Oui. Il faut toujours avoir un plan pour toute chose. Oui. Et si on se trouve dans ces situations, il faut que je me dise, si j'ai créé ces dettes, alors moi et la force qui est invisible, c'est-à-dire le Tout-Puissant, la source de toutes les énergies, doit m'envoyer cette force pour que cette énergie, pour qu'il m'aide à m'en sortir. Si je la foi, je veux m'en sortir. Si je n'ai pas la foi et j'essaie de garder toujours le dette dans ma tête, alors c'est lui qui va me tuer. Alors Madame Vina Devi, c'est très intéressant le sujet, on va l'approfondir très très prochainement. D'accord Madame, on va sans doute vous inviter sur le plateau de la parenthèse pour approfondir le sujet, n'est-ce pas Mylène Fanon? Oui, et n'oublions surtout pas de faire l'exercice et bien surtout à long terme puisque les résultats se voient à long terme. Voilà, les résultats se voient à long terme. Et s'il y a un résultat qui s'est vu à long terme, c'est bien sûr la recherche de la lumière qui a permis à l'homme d'aller découvrir que le soleil pouvait donner la lumière, n'est-ce pas? Et tout ça aussi, c'est de la méditation. C'est parce qu'il a médité qu'il a eu l'inspiration. Alors, on va installer Ariane Da Silva qui nous parle de la découverte de l'énergie solaire. Ariane Da Silva est déjà sur ce plateau et quand Ariane est là, on parle bien sûr de découverte et d'invention
Ariane da Silva, bonjour. Bonjour Herman, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Le plaisir. C'est un plaisir. Le plaisir, il est partagé. Il est immense. Quand vous êtes sur le plateau, on sait qu'on va en apprendre davantage. C'est sûr. Et aujourd'hui, nous parlons de l'énergie solaire. Et sur ce plateau, nous avons Monsieur Dossou Armand, qui est docteur en génie énergétique. Bonjour monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame la journaliste, bonjour chers téléspectateurs. Alors déjà, l'énergie solaire, c'est quoi? Alors, lorsqu'on parle de l'énergie solaire, c'est très simple. Il s'agit de l'énergie produite à partir du soleil. Maintenant, nous en avons deux formes. Il y a le solaire thermique et il y a le solaire photovoltaïque. Lorsqu'on parle du solaire thermique, il s'agit de la chaleur produite par le soleil que nous utilisons pour sécher nos vêtements, pour sécher les produits et pour produire de l'eau chaude. Maintenant, lorsqu'on parle du solaire photovoltaïque, il s'agit donc de la production de l'électricité. Il s'agit d'un courant continu à partir des rayons lumineux provenant du soleil. Mais comment est-ce qu'on a découvert que le soleil pouvait produire par exemple de la lumière, qu'on pouvait l'utiliser pour alimenter une télévision, de la lumière, un chauffe-eau, etc., etc. Une très belle question, merci madame. Alors, l'histoire de l'énergie solaire, c'est l'histoire d'une réaction à l'échelle atomique que nous appelons l'effet photovoltaïque. Alors, cet effet a été découvert pour la première fois en 1839 par un physicien français du nom de Alexandre Edmond Becquerel, qui a constaté qu'il y a des matériaux qui ont la possibilité donc de produire de l'électricité lorsqu'on les met dans certaines conditions. Et puis en 1905, il y a le physicien allemand Albert Einstein qui a développé de long en large ces idées. Et ensuite, en 1913, il y a un physicien américain du nom de William Koblenz qui a déposé le premier brevet sur une cellule solaire photovoltaïque. Et dans les détails, nous allons revenir sur ce qu'on appelle cellule solaire photovoltaïque. Mais comment et puis, il reste quelques dates que j'aimerais partager avec vous. En 1916, l'électricité a été produite pour la première fois par une cellule solaire photovoltaïque, par un physicien américain du nom de Robert Millikan. Ensuite, entre 1916 et puis 1954, rien n'a été fait de façon concrète parce que le rendement était très faible. Et c'est en 1954 que le premier panneau solaire a été fabriqué dans les laboratoires Bell. Ce qui a réellement fait développer l'énergie solaire, il faut dire que ce sont les satellites. Lorsque les satellites ont été conçus, le besoin de les rendre autonomes en énergie électrique s'est pointé. Et c'est de là on a pensé donc à les équiper des panneaux solaires parce qu'on a constaté que ces panneaux produisent donc de l'énergie constante dont ces satellites ont besoin pour pouvoir rester en orbite. Ensuite, ces panneaux ont connu leur second essor à partir des années 1960, à partir des années 1970, où une crise énergétique a frappé tout le monde entier suite à l'augmentation spectaculaire du prix du pétrole. Et c'est là l'énergie solaire a été utilisée pour la première fois dans les maisons. Et comment est-ce que le solaire a pu révolutionner le monde? Alors, c'est très important, il faut le souligner. Je viens de parler des satellites. Je crois que votre chaîne est sur satellite. Et j'ai dit tout à l'heure que si ces satellites arrivent à se maintenir sur l'orbite, c'est grâce à l'énergie solaire. Parce qu'il s'agit d'une énergie constante qui permet donc à ces engins donc, de se maintenir en orbite. Ensuite, aujourd'hui, nous avons des véhicules solaires. Bien vrai, ce n'est pas encore très bien développé chez nous, même en Europe aussi, mais d'ici 2021, nous allons commencer à avoir ces véhicules en circulation. Même en Afrique aussi, des efforts se font déjà. Alors, quels sont les avantages de l'utilisation de l'énergie solaire? Les avantages sont nombreux. Premièrement, il s'agit d'une énergie propre. C'est une énergie qui ne pollue pas l'environnement parce qu'il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre. Et ensuite, la source, qui est le soleil, est une source inépuisable. Ce n'est pas comme le pétrole, ce n'est pas comme les autres sources d'énergie. Après cela, nous pouvons aussi souligner que l'extension d'une installation solaire est très facile, ce qui n'est pas le cas pour les autres sources d'énergie. Vous pouvez compléter les charges, revoir la taille de votre installation. D'accord. Alors, quelle est la différence, par exemple, entre l'énergie solaire et les autres types d'énergie? Lorsque nous parlons des formes d'énergie, nous faisons souvent allusion à la source de production.
Lorsque je parle de l'énergie solaire, la source, c'est le soleil. Lorsque je parle de la biomasse, la source, ce sont les déchets. Lorsque je parle de l'énergie hydroélectrique, la source, c'est l'eau. Lorsque je parle de l'énergie éolienne, la source, c'est le vent. Donc voilà la différence. C'est par rapport à la source de production. Et au Bénin, où est-ce qu'on en est avec l'utilisation de l'énergie solaire? Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se font installer des panneaux solaires et tout. Alors, chez nous, au Bénin, il faut dire qu'aujourd'hui, l'utilisation de l'énergie solaire a gagné pas mal de ménages un peu partout. Les gens l'utilisent aujourd'hui parce que le coût est devenu très bas, ce qui n'est pas le cas dans les années 95 et puis 2001 où les premiers panneaux ont fait leur apparition sur le marché béninois. Aujourd'hui, le coût est très bas avec le marché chinois aussi qui nous fournit l'équipement qu'il faut pour ces installations. Mais quand il faut utiliser le soleil, on a besoin du soleil en quantité, je suppose. Il y a des jours où on se réveille, par exemple, où le soleil n'est pas intense et tout. Comment est-ce qu'on gère ça? Ou bien ce jour-là, on vit sans lumière, c'est ça, ou comment on fait? Alors, moi, je dirais le contraire. Dieu nous a beaucoup fait. Il faut lui exprimer toute notre reconnaissance. Nous avons au Bénin le soleil, disons, 10 mois sur 12. Bon, il y a seulement 2 mois où l'irradiation est un peu faible. Il s'agit des mois de juillet et du mois d'août. Mais en juillet et en août, nous avons aussi le soleil qu'il faut, parce qu'il faut la lumière pour pouvoir donc produire cette énergie. Donc, au Bénin, nous avons cette chance. Herman, beaucoup de dates par rapport à l'énergie solaire. Beaucoup de dates par rapport à l'énergie solaire. Et ce que moi j'ai envie de demander ce matin, c'est pourquoi quand l'éclat des ampoules ou des lampes qui sont alimentées par l'énergie solaire est moins, on va dire, est un peu faible par rapport aux autres lampes à incandescence ou voilà, aux autres ampoules qui sont alimentées par le courant électrique. Voilà, et ce constat est souvent dû à l'installation, à la façon dont vous avez fait votre installation. Et si vous avez des charges importantes et vous ne mettez pas en place les équipements solaires qu'il faut, je voudrais parler donc du panneau, de la batterie. Et si vous ne mettez pas en place les éléments qu'il faut, vous n'aurez pas l'énergie qu'il faut. Et c'est ça qui repousse beaucoup de personnes. Les gens mettent sur le marché les kits. Bon, très peu sont des gens qui sont honnêtes dans ce domaine-là. Sinon, moi, je n'apprécie pas les kits. Vous allez constater que dans les tout premiers jours, ça marche, mais quelques temps après, l'éclat s'affaiblit. C'est par rapport à l'installation. Pour mettre en place une installation solaire, il y a toute une démarche, toute une méthode, démarche méthodologique qu'il faut suivre. Et nous parlons de dimensionnement. Alors, je vais utiliser tel appareil de telle caractéristique, c'est-à-dire de telle puissance. Pendant combien de temps je dois savoir tout ça là? Donc, je fais un bilan énergétique journalier et c'est en fonction donc, de ce bilan que je détermine les caractéristiques donc, du panneau qu'il faut et ensuite les caractéristiques de la batterie qu'il faut. Pour le panneau, nous parlons de la puissance crête et pour la batterie, nous parlons de la capacité. Et tout cela est fonction donc, du besoin journalier en énergie. Donc, on ne se lève pas pour mettre en place n'importe quoi, sinon ça ne marche pas. D'accord. Herman, vous avez une autre question? Non, c'est bon. Vous savez tout désormais. On sait désormais tout. On sait désormais tout donc, sur l'énergie solaire, l'autre source d'alimentation. Et nous en parlions avec M. Joshua Armand, qui est docteur en génie énergétique. Merci, monsieur, d'avoir été des nôtres. C'est moi. Votre parenthèse à vous se referme, mais va se poursuivre. Pour les téléspectateurs, vous avez le visage gras tout le temps. Vous ne savez pas ce qui cause cela. Vous vous demandez, mais pourquoi, bon Dieu, bon sang, j'ai le visage gras? Bien évidemment, nous avons essayé de trouver la solution à votre problème et Madame Beauté est déjà sur ce plateau. On l'installe. Beauté bien-être, c'est avec Rebecca Kendion-Ndi. Rebecca, bonjour, bienvenue sur La Parenthèse. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Ça va bien et chez toi? Ça va. Et ce matin? Mais ça va. Tu as ce sourire-là, hein? Toi aussi, tu as un mignon sourire. Merci beaucoup, c'est gentil. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Mode Beauté Bien-être. Ce n'est pas toujours facile de vivre avec une peau grasse ou un visage gras, car elle est sujette à de nombreuses imperfections.
Pourtant, il est capital de garder son visage rafraîchi toute la journée. Aujourd'hui, on vous parle du visage gras. Un visage en surbrillance n'est pas toujours esthétiquement présentable. En plus d'attirer les regards gênants de vos interlocuteurs, il vous indispose même. Qu'est-ce qui peut être à la base du visage gras? Comment le traiter? On vous donne quelques astuces aujourd'hui avec notre esthéticienne. Elle s'appelle Chimène Sosa. Madame, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Très honorée d'être là. Merci. Avant de nous intéresser aux astuces, dites-nous d'abord, c'est quoi un visage gras? En termes esthétiques, un visage gras est sujette à un problème de séborrhée. Une personne qui a un visage gras, normalement, la peau sécrète un sébum, un sérum, on va dire, qui est un film lipidique que la peau sécrète naturellement pour la protéger. Mais à partir du moment où cet excès devient inesthétique, c'est qu'il y a séborrhée. Et en termes techniques, c'est une maladie de la peau qui est sécrétée, un excès de sécrétion des glandes sébacées que la peau ingurgite à l'extérieur du visage qui crée des problèmes généralement sur la peau. Qu'est-ce qui peut causer cela alors, le sébum? C'est un séborrhée, ça s'appelle un excès de sébum. Et cette séborrhée est déterminée par les boutons, l'acné, la peau grasse, un excès de sécrétion hormonale, parce que les glandes sébacées sécrètent un sérum qui protège la peau naturellement, mais une fois que ça devient un excès, on appelle ça une séborrhée, et cette séborrhée-là devient une maladie que la peau a. Il faut soigner, parce que généralement les hommes ont plus de cette sécrétion que les femmes. Les femmes se maquillent, donc elles arrivent à matifier ça par des poudres, par des crèmes et des solutions qu'on a. Mais généralement, les hommes ne se maquillent pas, donc ils ont vraiment le problème. Et cette maladie s'appelle un excès de sébum qui s'appelle la séborrhée. Alors, comment traiter alors cet excès de sébum? Par son alimentation, généralement, il faut d'abord faire attention à tous les produits gras, tous les corps gras, tout ce qu'on mange. Cet excès est souvent lié à notre alimentation, donc généralement, il faut manger des produits qui aident la peau à moins avoir des excès de graisse. Et okay. Cet excès se voit souvent sur les parties médianes du visage. Alors, comment éviter un visage gras? Est-ce que quelqu'un qui n'avait pas un visage gras peut en arriver à avoir un visage gras? Oui, parce que l'exposition au soleil active les glandes, qui fait que le visage devient plus gras qu'à la normale. Une personne qui a ce problème doit faire attention à ses produits. C'est-à-dire que tous les produits ne sont pas adaptés à toutes les peaux. Donc, généralement, vous êtes à la maison, votre mari peut prendre votre crème de jour et l'appliquer, ou bien appliquer votre savon sur le visage. Alors que généralement, chaque peau a ses principes. Et une peau sèche doit avoir des produits lipides qui nourrissent mieux. Une peau grasse doit avoir des produits qui enlèvent cet excès du visage. Donc, généralement, c'est par les produits et par l'alimentation qu'on arrive à régler ce problème. Et l'hygiène de la peau, il faut se nettoyer beaucoup. Il faut se nettoyer, se démaquiller le visage, utiliser des produits adaptés à son visage et surtout faire attention à tout ce qu'on mange. C'est surtout l'alimentation qui crée ça, les points noirs, les boutons, les dessèchements, enfin la peau grasse est souvent liée à l'alimentation et aux produits inadaptés. Quelqu'un qui a une peau grasse a un visage gras, c'est ça? Oui, voilà. Le visage gras, cette sécrétion, cet excès de sécrétion qu'elle a fera qu'elle aura toujours un visage gras parce qu'en fait, c'est une maladie que la personne a puisqu'on appelle ça l'hyperséborrhée. D'accord. On va donner quelques astuces aux téléspectateurs pour traiter le visage gras. Vous avez des astuces? Oui, généralement, vous avez l'argile verte. Il faut faire souvent des masques. Ces personnes-là doivent se faire au moins une fois par semaine des masques à l'argile verte. Il y a des patchs aussi, des patchs qu'on achète. L'argile verte, c'est quoi? C'est une terre, c'est de la poudre qu'on retire dans la terre qui s'appelle de l'argile, mais elle est verte. Et celle-là, vous la trempez dans l'eau et vous faites des masques avec. Et ça épure la graisse. Donc, ça assèche le visage, ça assèche les boutons. Et généralement, quand on commence à le faire régulièrement, la peau commence à se résorber et l'excès de sébum là se traite.
naturellement. Donc généralement, c'est ça qui marche le plus. Ou bien faire des patchs, avoir des patchs qui rendent le visage un peu plus lumineuse et qui enlèvent la graisse, qui sont généralement un peu plus ternes. Ça ternit un peu la graisse du visage. Donc généralement, ces patchs-là marchent aussi. Et les soins à l'argile verte et l'alimentation surtout. D'accord. On voit qu'il y a des gens, quand ils ont un visage gras, ils utilisent des produits cosmétiques pour réparer cela. Est-ce que vous l'auriez conseillé, vous? Généralement, les produits cosmétiques ont toujours sont souvent agressifs pour ces produits-là, pour ces personnes-là. Il faut utiliser des produits naturels. Il faut vraiment se démaquiller, c'est le secret. Avoir beaucoup de se démaquiller le matin, le soir. Faire attention à tout ce qu'on mange. Utiliser des crèmes matifiantes, surtout des crèmes matifiantes. Et toutes ces crèmes-là, il faut regarder dans la composition tout ce qui est de plus naturel possible. J'ai des gens qui font cet excès et qui ont un problème de glandes sébacées qui sécrètent trop de sébum. Alors, quand vous arrivez à ce stade de votre peau, vous êtes déjà un peu souffrante, la peau souffre, les glandes sébacées, l'excès de sébum que vous avez fait que cette graisse-là apparaît dès que vous êtes au soleil, dès que vous êtes maquillé le matin. Et surtout, les hommes souffrent beaucoup de ça parce qu'eux, ils ne soignent pas forcément leur peau. Donc maintenant, dans les institutions, on a beaucoup d'hommes qui ont compris, qui viennent faire des soins. Et plus vous nettoyez votre peau, plus la peau est saine, plus vous avez la libération de ce follicule qui libère la graisse sous le derme, qui fait que la peau respire. Une fois qu'une peau est respirée, elle est plus saine et du coup, vous avez moins de sécrétion. D'accord. Et parlons toujours du visage gras. Concernant les femmes qui ont un visage gras, comment se maquiller quand on a un visage gras? Alors, adaptez toujours, pour se maquiller, quand vous avez un visage gras, adaptez toujours un produit qui va avec la peau grasse. Les visages à peau grasse sont toujours plus adaptés pour vous. Et il faut toujours utiliser les poudres matifiantes. Il y a beaucoup de poudres aujourd'hui qui matifient la peau. Donc ces poudres-là sont conseillées pour vous parce qu'une fois que vous avez appliqué ça dans le thé, on appelle ça comme ça en termes esthétiques, les parties médianes du visage, c'est ces parties-là qu'il faut d'abord protéger. Donc maintenant, vous avez beaucoup de protection de la peau avant de commencer les maquillages qui matifient. Et une fois que ces poudres sont appliquées, ces crèmes-là sont appliquées sur la peau avant le maquillage, vous avez la garantie de ne pas sécréter ces glandes-là toute la journée. Mais il faut se démaquiller le soir, évidemment, pour éviter que la peau ne respire pas, parce qu'une peau qui ne respire pas absorbe les imperfections du climat et le problème de séborrhée commence. Donc il est important que la peau respire. Voilà, elle doit respirer. Alors, Madame Sousa, il y en a qui parlent de citron, de miel, d'avocat, de tout ceci, de tous les fruits pratiquement, pour conseiller ceux-là qui ont des visages, ceux et celles-là qui ont des visages gras. Est-ce que c'est vérifié ou c'est juste de simples rumeurs? Non, c'est des astuces qui marchent. Le miel est un antiseptique qui peut nettoyer la peau. Le miel et le citron aussi est un antioxydant très, très, très efficace pour la peau. Et toutes ces peaux-là, une fois qu'elle est oxydée, l'imperfection qui crée ce problème, à la surface se nettoie et en profondeur, le derme est nourri. Donc une peau qui vit ne sécrète pas cet excès de sébum. Le sébum est naturellement produit pour protéger la peau. Donc plus on l'entretient, plus elle est de bonne qualité. C'est ça l'astuce que moi je peux donner aujourd'hui. L'avocat, tous ces produits antioxydants traitent la peau naturellement parce qu'elle la purifie de l'intérieur. C'est très important. Okay. Donc tant que vous avez des fruits, tous les fruits qui produisent des acides pour nourrir le corps, la peau, le derme, et tous les gens qui sont bien nourris ont souvent des jolies peaux. Vous avez compris que tous les excès de gras, tous les produits gras, toutes les alimentations qui donnent de la graisse jouent sur la peau, justement. Absolument. Voilà. Donc, tout ce que vous pouvez manger pour vous protéger de ça, c'est indiqué. Et le miel, le citron, c'est des produits très naturels. Le miel, le citron, il faut le faire uniquement les soirs, n'est-ce pas? Parce que le citron, avec le soleil, ça ne fait pas... Le matin, chez vous, dans votre douche, vous pouvez préparer... Mais ça agresse le visage, non, ça pique. Non, mais justement, il s'adoucit avec le miel. Le miel est un adoucissant. Donc, quand vous préparez cette préparation avec du miel dedans, le miel adoucit et le citron a un effet oxydant du visage. Donc, ça marche. Vous prenez un peu de bicarbonate, un peu de citron, un peu de miel et vous faites un nettoyage
le matin, vous avez l'éclat déjà au lever du jour, mais c'est le matin. Et cette recette d'argile verte que vous mettez dans l'eau, que vous appliquez comme un masque, appure toutes les impuretés. Et quand vous nettoyez, vous allez voir que votre visage sera épuré et on aura plus d'éclat. Et l'éclat joue beaucoup quand vous n'avez pas d'excès de sebum. Et quand on a le miel au visage, il faut rester à l'abri des abeilles. Oui, évidemment. Alors, merci. Merci à vous, Madame Chimène Sosa. Je rappelle que vous êtes esthéticienne. Emma, notre invitée, il ne faut pas oublier, est dans le domaine de l'esthétique depuis 35 ans. Wow. Domaine de l'esthétique de la coiffure, parce que... Donc, 35 ans... L'Orénor, ça fait... plus de 30 ans. Donc 35 ans donc, d'expérience voilà, que vous partagez avec nous sur le plateau. Merci d'être venu. Merci de nous avoir éclairé. Bien évidemment, Rebecca, merci à vous aussi. On va vous retrouver sans doute tout à l'heure. Le temps de retrouver notre sportif, c'est Bruno Soali. Rubrique Lessic Sport, la rubrique dans laquelle nous explicitons les thématiques liées au sport. Cette terminologie-là qu'on entend dans le domaine du sport sans pour autant connaître les fondements. Et notre guide à nom, Bruno Soali, bonjour. Bonjour Eman, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Merci de vous réveiller chaque matin pour suivre la parenthèse. Une chose est sûre, Bruno, vous n'avez pas le visage gras, vous avez un visage rayonnant. Ah, merci, je ne savais pas. C'est une information que je viens de vous apporter. Alors, on parle aujourd'hui de starting block. Oui, on va parler de starting block. C'est en athlétisme. Vous savez, l'une des choses les plus importantes en athlétisme, et surtout au sprint, c'est comment vous partez, comment vous quittez la ligne de départ. Ça détermine beaucoup de choses. Si vous partez mal, c'est fort probable que vous perdiez la course. Mais si vous partez bien aussi, c'est fort probable que vous puissiez faire un bon résultat dans la course. Donc, l'élan qu'il faut prendre dès le départ est important et c'est en cela que l'évolution de l'athlétisme a mis en place et inventé un appareil qu'on appelle le starting block ou bloc de départ en français pour permettre aux athlètes de, on va dire, bien se placer sur la ligne de départ avant de bouger. Et comme définition, c'est bien entendu, comme vous le voyez à l'écran, un engin réglable constitué de 2 cales pour les pieds utilisés donc en athlétisme, comme je le disais, pour les courses de départ, surtout pour le sprint. Et quand on parle de sprint, c'est un appareil utilisé beaucoup plus pour les 60 mètres et les 100 mètres. Voilà, les 200 mètres aussi, on utilise les starting blocks pour les 200 mètres. La fixation du starting block se fait, Herman, en posant le bloc de départ sur la piste. Et ce bloc de départ est composé de petites pointes en acier qui empêchent l'appareil de glisser quand le coureur s'élance et peut-être rapidement aussi retirer une fois que l'athlète est parti. Donc, c'est important de préciser ici que les starting blocks ont, je dirais, en quelque sorte des adhésifs avec la piste d'athlétisme pour permettre aux athlètes de véritablement prendre des pas. Parce que lorsque vous pesez 80 kg, lorsque vous pesez 75 kg, que vous devez prendre appui sur un appareil, s'il n'est pas bien fixé sur la piste d'athlétisme, c'est que l'appareil risque de glisser et vous-même, vous risquez de tomber. Donc, les starting blocks permettent aux coureurs, comme je l'ai dit, de donner une grande impulsion à leur départ d'une course. Le coureur règle son starting block à sa manière à lui, donc selon sa taille, selon la longueur de ses jambes. Les athlètes n'ont pas la même taille, donc chacun règle le starting block selon sa taille. Et pour le 100 mètres, la ligne de départ est la même. Elle est une ligne droite pour tout le monde, alors que pour le 200, surtout le 400 mètres, vous retrouvez une ligne de départ un peu décalée. Les athlètes ne partent pas sur la même ligne de départ. Pourquoi? Parce que au moment du virage, souvent, voilà, il y a des uns qui ont plus de distance à parcourir que celui qui est dans le premier couloir. Donc, pour compenser cela, à la ligne de départ, au 400 mètres, tous ne partent pas sur la même ligne de départ. Elle n'est pas droite. Donc, avant l'apparition du starting block, on va faire un peu l'histoire donc du starting block. Les coureurs avaient une méthode, on va dire, beaucoup plus, je dirais, vieille de se créer leur starting block. Ils avaient l'habitude de creuser
creusez le sol. Donc, vous imaginez, vous mettez sur la piste d'athlétisme, vous creusez le sol et vous mettez vos pieds dans les 2 trous que vous avez creusés pour vous permettre de prendre l'élan. Mais les choses ont évolué. Herman, il y a eu après, on va dire, un appareil qu'on appelle aujourd'hui l'ancêtre du starting block qui était appelé l'Isplex, qui était un appareil de moindre, on va dire, qualité que ce que nous avons aujourd'hui. Donc cet appareil était placé également sur la ligne de départ et il s'agissait de 2 piquets en réalité verticaux et articulés qui portaient des cordes horizontales. Et cette corde, il y avait, on va dire, ces 2 cordes, il y avait une qui était au niveau du genou et une seconde qui était beaucoup plus au niveau de l'abdomen. Et donc, lorsqu'on donnait le départ, il suffisait donc, comment on va dire, de tirer sur la corde pour que la corde tombe. Et dès que la corde tombe, ça veut dire qu'on vous a donné le signal de départ. Donc, voilà un peu comment ça se passait à ce niveau-là concernant l'Isplex, qui a par la suite laissé place aujourd'hui à ce que nous avons et qu'on appelle aujourd'hui le starting block. Et il faut dire que pour la première fois que l'Isplex a été utilisé, c'était en 1929 à Chicago. Donc, c'était un athlète qui avait utilisé cela pendant que ses, je dirais, concurrents essayaient de creuser le sol pour chercher leur marque. Lui, il avait amené son appareil et puis il s'en est sorti tant bien que mal. Mais il faut dire que finalement, le 28 février 1938, donc l'I2AF a officialisé pour les épreuves de sprint lors des Jeux olympiques de Londres en 1948. Désormais, cette manière-là de faire de l'athlète américain qui avait, je vais dire, un peu révolutionné à sa manière les starting blocks. Donc, on doit la popularisation du placement qui a engendré l'invention du starting block à l'Américain Thomas Buck, qui a été champion olympique en 1896 au 100 mètres et au 400 mètres à lui seul. Donc, l'utilisation du starting block nécessite d'abord un apprentissage. On ne se lève pas pour commencer par utiliser le starting block un matin. Il faut d'abord apprendre comment l'utiliser, comment le placer selon votre taille, etc. Donc, il faudra ensuite préciser que lorsqu'on se met sur un starting block, on met d'abord les mains devant la ligne de départ pour pouvoir prendre ses marques. Et après, avant que le top ne soit donné, on ramène les doigts derrière la ligne de départ pour pouvoir être dans les normes, pour pouvoir lancer sa course. Donc, voilà un peu, Herman, ce qu'il s'agit, tout ce qu'il s'agit autour du starting block, un appareil qui est vraiment très important, surtout pour les sprinters. Lorsque vous voyez des sprinters comme Asafa Powell, Justin Gatlin et bien entendu le grand Usain Bolt, vous vous rendez compte de combien ce genre d'appareil. Quand vous voyez le décollage, quand vous voyez le départ de ces athlètes, vous vous rendez compte voilà, combien les starting blocks sont importants. Voilà, et aujourd'hui, il faut dire que l'expression a dépassé les frontières du sport et s'emploie un peu aujourd'hui dans l'expression française, même parfois, en politique, un peu partout. On parle quand on dit que quelqu'un est dans les starting blocks, voilà. Ça veut dire qu'il est un peu sur la liste de départ. La liste de départ, exactement. Lorsqu'il y a élection présidentielle, on dit qu'il y a dans les starting blocks 10 candidats, 15 candidats, etc. Donc, c'est une expression qui est aujourd'hui utilisée un peu partout. Mais ça part toujours de quelque part. Ça part toujours de quelque part et c'est parti du domaine du sport, précisément de l'athlétisme. Pour être plus particulier, pour être plus précis, du domaine du sprint, du 200, du 100, du 200 mètres et même du 400 mètres. Donc, Bruno, merci. Merci de nous avoir éclairé sur l'expression donc starting block. On retient starting block, c'est bien cela. Oui. Et ça s'écrit starting block, c'est un mot anglais, S-T-A-R-I-N-G, non, S-T-A-R-T-I-N-G, starting et bloc, B-L-O-C-K. Voilà. B-L-O-C-K simplement, ou bloc de départ en français. Voilà, je vous connais, on va dire bilingue. Voilà, donc, ou bien vous allez nous résumer tout ça en anglais. Oh, je m'essaie, si vous voulez, je m'essaie. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Dites-nous quelque chose en anglais rapidement. OK, starting block is used for a sprint in 100 meters and 200 meters for athletes who practice a sprint. It's a kind of manipulation you have to put in place at the starting for all athletes to start, and you have to take
your position from it, and so that when the shoot is Bruno, given, you can go out. Tous ceux-là qui nous suivent depuis le Ghana, depuis Nigeria, les paysans, Vous m'avez vous pris nous de ont coup, compris. donc ça n'a pas été facile. Ils vous ont compris. Merci d'être quand même passé sur le plateau. Vous allez rester avec nous pour la suite de cette émission. C'est à présent la rubrique que vous aimez si bien. Vous allez le découvrir juste après ceci. Parade de grand-mère pour son deuxième passage sur le plateau. C'est avec Mylène Fanou. Rebonjour. Bonjour, Evan. Entre-temps, vous êtes offert un petit déjeuner sans moi, c'est pas grave. Comme d'habitude. Mais vous êtes revenu en pleine forme, en tout Oui. cas, avec beaucoup plus de vigueur pour nous parler de panégyrique. Oui, ce sont des paroles poétiques, un savant mélange d'expressions d'une rare finesse dans le langage. Elles tiennent lieu de récits, de mythes. Une chose est sûre, elles retracent l'histoire en un laps de temps. Ces paroles, ce sont les panégyriques claniques, exaltées tout en donnant un cours d'histoire. Oui, c'est de cela qu'il s'agit, mais pas que. Ces mots ont l'art de calmer la colère, de soigner la timidité et bien sûr de soutirer quelques billets de banque au cher monsieur. Parade de grand-mère s'intéresse aujourd'hui au panégyrique accord, comme on le dit en fond, et notre guide dans ce tourisme culturel a pour nom Aimé Tchefa. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes sociologue. Merci d'être avec nous. Merci. En tant que sociologue, pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un panégyrique? Vous avez su bien le dire à l'entame en introduisant la thématique. C'est toute parole bien fine, bien élaborée, de petites phrases très courtes, rédigées ou conçues depuis l'origine, depuis la nuit des temps, en des termes laudatifs pour mettre en exergue ou en valeur les potentialités, les origines, les caractéristiques, l'identité primaire d'une famille, d'une lignée, d'un clan, d'une communauté. Et comme vous avez su le dire également dans votre propos liminaire, cela peut servir à tout. Bref, à l'équilibre de l'homme, même de celui qui n'en sait rien. Il suffit d'en être lié par le sang et le placenta, et forcément ça a un effet sur vous. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. La plupart du temps, on ne comprend pas, peut-être même qu'on ne comprend pas bien, si c'est enfant, on ne comprend pas bien ce fond, mais quand même, ça a un impact sur nous. On arrive facilement à céder quand on nous chante un panégyrique. Pourquoi? Ça a un impact sur nous parce que nous avons été portés dans le sein d'une femme. Et tout ce qu'elle dit au moment où elle porte son enfant, c'est ce que l'enfant comprend après. Ce n'est pas forcément ce que l'enfant, lorsqu'il est venu, ce qu'il est allé chercher par lui-même après. Un enfant qui est dans le ventre de sa mère, il y a une conversation constante entre les deux. Alors, vous êtes conçu de quelque chose. Vous êtes conçu par quelque chose. Vous êtes conçu en quelque chose dont vous n'êtes pas forcément conscient, mais qui fait de vous ce que vous êtes. Vous parlez du lien entre la maman et l'enfant. Bien évidemment. Mais généralement, si par exemple, moi, je dois parler de mon panégyrique, je parlerai du panégyrique de mon papa, pas de ma maman, c'est bien ça? Bien évidemment, nos mamans nous chantent et nous bercent avec les panégyriques de nos papas. Donc, il faut avoir été déjà une fois bercé par ça avant d'être, sous l'impact, sous le coup. On peut encore bercer un enfant qui n'est pas encore né. Il suffit que la maman pose sa main sur son ventre, parle à son enfant. Et ça, c'est dans toutes les cultures, aussi bien occidentales, asiatiques, africaines, orientales et tout. Le panégyrique, est-ce que ça peut se dire en français? Au lieu de le dire en fond ou non, en mori, je peux le dire en français. Pas du tout. Ça n'a de sens. Perd son sens. Ça n'a de sens que dans la langue originale. Quand on traduit, cela perd en fait, disons, son authenticité. Ou si vous voulez, ce qui fait que ça reste ce que c'est. On ne peut pas traduire. Et même déjà dans nos langues, quand vous prenez par exemple le panégyrique de la lignée princière des Kpayi, chez les Batombou, vous ne pouvez pas le traduire en français ou vous ne pouvez pas le traduire déjà en fond. Vous n'allez pas prendre le panégyrique des Wagbonou, par exemple, en fond, et le traduire, je ne sais pas, en évé ou en minant, ça n'aura pas de sens. Ce sont des choses qui, en fait, ne se traduisent pas.
quoique nous ayons quelques approches de traduction, de transcription, mais qui ne rendent pas compte de l'entièreté de la véracité. La nouvelle génération ne s'intéresse pas du tout à ça. Est-ce qu'on devrait mettre ça de côté? Non, elle s'intéresse peu. Pas du tout, non. Je crois qu'elle s'intéresse peu. Déjà, on peut essayer. Herman, tu connais ton panégyrique. Quel est ton panégyrique? Mylène, je crois qu'on va faire toute une séance pour ça parce que quand je vais commencer, on risque de finir l'émission que sur ça. Au moins, commençons. Au moins, il y a au moins une première phrase que tu peux nous dire. Oui. Et de là, on saura quel est ton panégyrique. Non, je vais vous le dire juste hors antenne, pour garder le mythe. Bruno. Bon, hier, je vous l'ai fait. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. En fait, on ne s'intéresse pas vraiment à la chose. On nous l'a dit peut-être une fois, mais juste le début de phrase. Et on a peut-être gardé ça. Oui, pour ceux qui sont en ville, au village, vous avez des enfants de 8 ans, 9 ans qui connaissent très bien leur panégyrique parce qu'on le leur chante à tout bout de temps. Ce n'est pas la même chose forcément pour celui qui est en ville, encore que moi, ma mère, elle est avec moi actuellement. Et puis tout le temps, elle me chante aussi bien pour mon père que pour elle-même. Donc je peux apprendre par cela. Maintenant que mes enfants... Mais que mes enfants n'en connaissent pas, ça c'est un autre problème. On a bien envie de connaître votre panégyrique. Oh bon, je peux vous dire par exemple un peu, pas tout, puisque bon, je ne me concentre pas trop là-dessus. Par exemple pour le Djetovi Simeno. Akulo Gragra Simakana Yame, Vodum Visobi, Vodum Batembi. Voilà. Et ça signifie quoi? Oh ça signifie vous, enfant de Djeto, qui est la lignée, et qui êtes propriétaire de l'eau qui vous embellit à l'intérieur, qui êtes ressorti des seins de la divinité Disso ou de la divinité Batin, voici votre panégyrique. Quand vous sortez le jour, la nuit disparaît. Et quand vous sortez la nuit, le jour disparaît. Vous êtes au-dessus de tous les oiseaux parce que Dieu vous a donné le pouvoir, comme les chauves-souris, de vous suspendre là où aucun oiseau ne peut aller. Wow. Alors, on voit que ce sont des paroles d'une rare poéticité, ce sont des paroles bien élaborées, ce sont des paroles esthétiques, qui sont ceux-là qui avaient en charge de rédiger ou d'élaborer les panégyriques. Non, disons qu'il n'y avait pas forcément des gens à charge, mais ceux qui en font plus leur tasse de café, disons ceux qui en font leur profession, c'est d'abord les griots et après les femmes qui accompagnent le roi et qui récitent donc, je vais dire, tout ce qui a trait à la grandeur de la royauté ou à la grandeur d'un royaume. Donc on ne peut pas dire qu'à l'origine c'était réservé à une certaine catégorie. Non, et le Kwanlingan dans la culture dahoméenne. Oui, le Kwanlingan, c'est juste un grand gong avec un tout petit à côté. Et quand on le sonne avec un bâton spécifique dédié à cette fin, c'est pour annoncer la venue du roi ou c'est pour annoncer quelque chose ayant trait à la royauté. C'est ce que c'est que le Kwanlingan dans le royaume ou dans l'empire du Dahomey. D'accord. Et il paraît que le Kwanlingan était quand même celui-là qui exaltait le roi. Oui. Il était ce qu'on appelait, enfin, il est apparenté au griot, ou du moins il est un griot. C'est un instrument du griot. Un griot utilise un Kwanlingan. Mais là, nous ne sommes plus dans le panégyrique. Oui. D'accord. On est dans d'autres formes ayant entièrement trait à la royauté, dans d'autres formes de discours ou de poésie ayant entièrement trait à la royauté. Alors que les panégyriques, vous n'avez pas besoin d'être roi avant d'en avoir. Vous en avez tout simplement parce que vous êtes un être humain et que vous venez de quelque part. Aussi bien que vous soyez esclave, prince, roi, princesse ou homme libre ou simple roturier, vous avez un panégyrique qui dit d'où vous venez, donc vos origines profondes, votre identité culturelle et ensuite les qualités de votre famille ou de votre lignée. Alors, comment ça se fait que ces paroles-là ont des vertus thérapeutiques? Quand je parle de vertus thérapeutiques, lorsque vous êtes en colère et que votre épouse commence par vous réciter votre panégyrique, c'est que tout de suite, vous vous mettez à votre aise, ne serait-ce que
le temps de cette panégyrique-là, vous calmez un moment, ça peut revenir plus tard votre colère, mais elle arrive quand même sur le coup à vous calmer. C'est quoi le mécanisme qui s'opère à cet instant? Disons que cette sensibilité peut provenir de deux grandes portes. La première, vous savez ce qu'on est en train de dire et vous en êtes vraiment sensible. Vous comprenez la langue, vous comprenez les mots, vous comprenez les verbes et cela vous sensibilise. Si je prends par exemple le français et que on vous dit des choses en français, de la poésie, de Lamartine par exemple, et que vous comprenez, vous en serez sensible. Ça, c'est ce qui est lié à l'audition. Mais il y a ce qui est lié, comme je vous l'ai dit, et qui est plus important, au sang et au placenta. Ça vous apaise parce que c'est ce qui a permis de vous concevoir. N'oubliez pas la puissance du verbe. La parole a une puissance. Et quand vous êtes lié à cela, d'une manière ou d'une autre, par une sorte de spiritualité venant de vos entrailles, forcément, cela ne peut qu'avoir un effet sur vous. Ce n'est pas du hasard. Je connais un enfant métis qui n'a jamais mis pied en Afrique, qui est très loin de l'Afrique, et son père a amené sa mère à lui, donc la grand-mère de cet enfant. Et quand elle se met à pleurer et que sa grand-mère lui chante le panégyrique, ça calme l'enfant. Alors cet enfant ne sait rien de la langue fon, qui est la langue de son père, qui est d'origine béninoise. Mais ça le calme tout le temps. Comment vous l'expliquez? Parce que simplement, elle en est liée par le sang et le cordon ombilical. C'est quand même fort. Une magie qui s'opère. Oui, la magie des verbes, la magie de la poésie. C'est notre culture, ce sont nos origines. Il est important qu'on connaisse nos panégyriques. Herman, Bruno, faites l'exercice quand vous serez au village. Moi, je connais mon panégyrique. Attention. Allez-y, faites l'exercice. Il n'y a pas que vous qui posez des questions. Je connais au moins la première phrase. Allez-y déjà, vous allez un bon début. Je suis à Ino, je crois. On dit à Ino, à Dikouvi, à Djouen, manquin hello, manquin vovo. À fond, ni man djerouendio, un truc du genre. Bon, c'est pas un truc, c'est... Mais je connais déjà, bravo. On dit que c'est un monsieur qui avait son champ. Je pense qu'il cultivait du piment, je crois, en partie. Donc son ex-belle-mère passait devant un jour et lui a dit « Tu as de jolis piments, je peux venir en cueillir ?» Et le monsieur lui dit « Oui, tu peux venir, mais... Afo, ni manger rendio, manquin hello, manquin vovo, amoaquin. » C'est une manière détournée pour lui dire non, ne viens pas. Tu vois, parce qu'on lui dit ne prends pas le vert, ne prends pas le rouge, mais tu peux venir. Je connais mon histoire, je sais d'où je viens, attention. J'ai une question pour notre spécialiste concernant les panégyriques. Est-ce que les panégyriques sont des textes ou des poèmes, si je peux m'exprimer ainsi, conçus à réciter mot par mot, ou celui-là qui se lance dans les panégyriques peut y aller de son inspiration aussi? Non, c'est à réciter mot à mot. Il y a un rythme, c'est comme vous psalmodiez. En fait, vous êtes réellement formé à cela. Et quand vous le dites, c'est avec tout l'ensemble, puisqu'il y a une sorte de musicalité à l'intérieur. Donc, c'est bien conçu pour vous toucher. Vous n'êtes pas libre d'y mettre tout ce que vous voulez. Et puis, de l'inspiration, non? Non, pas du tout. Nous sommes dans un art. Et il n'y a pas d'improvisation en art. Tout est bien conçu et bien calé. Toutefois, je voudrais répondre à une question que Mme Fanou posait, qui est très importante, puisque de moins en moins, les jeunes, surtout dans les milieux urbains, n'en savent plus grand-chose. Est-ce qu'il faut raser, vider tout cela et puis bon, on dit on n'en a plus besoin? Et ce serait la plus grosse et grave erreur que nous aurions commise. On est forcément conçu avec quelque chose. On a forcément une profondeur en matière de culture. Et c'est cela qu'il faut garder. Je ne cesse jamais de le dire à toutes les occasions. Un peuple qui a perdu sa culture ne peut jamais se développer. C'est le cas de nous, Africains. Vous pensez que ce que nous avons, c'est le développement? Pas du tout. C'est un semblant ou un simulacre de développement. Culture et développement sont des phénomènes actifs
qui ne peuvent être avantageux que lorsqu'ils sont portés par la conscience et la volonté. De tous les peuples dits développés, connaissez-vous-en au moins un qui ait mis sa culture de son côté? Le chinois parle chinois, le français parle français et l'anglais parle anglais. Alors, il faut que le béninois, chacun, en ce qui le concerne à travers sa culture, la maîtrise très bien pour pouvoir être développé. Et l'enfant qui, après, parle mieux français, mieux anglais, c'est parce que d'abord, il a bien parlé sa langue maternelle. Regardez ceux-là qui sont complètement dessouchés, qui ne comprennent rien de leur langue maternelle. L'autre langue n'est pas très bien maîtrisée aussi. Merci, docteur. Merci. Merci également à vous aussi, Mylène. Et comme l'aurait dit l'autre, la culture paraît et apparaît plus essentielle à l'homme que l'économie, qui n'est d'ailleurs qu'un élément de la culture des peuples. Merci à vous, monsieur Tchefa. Vous restez avec nous pour le talk où on parle de prostitution en milieu scolaire. Le talk aujourd'hui s'intéresse donc à la prostitution en milieu scolaire, une gangrène qui sévit en silence. Et entre-temps, il nous a rejoint sur ce plateau notre collègue du quotidien du service public La Nation, Josué Fortuné-Merweni. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous pour le débat. Je rappelle que vous avez écrit un article sur le sujet, vous avez réalisé une enquête sur le sujet prostitution en milieu scolaire. Vous parlez plutôt de tontine sexuelle, bien évidemment, les mots sont choisis. Vous finissez par tirer une conclusion plutôt alarmante, bien évidemment. Il faut prendre des mesures adéquates. Et nous allons faire le débat ce matin avec le sociologue et mes autres collègues. Déjà, Josué, de l'enquête que vous avez eu à réaliser, qu'est-ce qu'il en est sorti? Merci à vous. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Il faut déjà que j'apporte la nuance que cette enquête n'a pas été publiée dans le quotidien La Nation. C'est une enquête qui a été commandée par le site panafricain d'information bilingue This is Africa. Donc c'est pour le compte de ce média-là que cette enquête a été réalisée. Il faut dire qu'à un moment donné, le phénomène prenait l'ampleur d'une certaine manière sans qu'autour de nous, on sache véritablement qu'il y avait un drame qui couvait en silence. Donc je crois que l'information, elle est remontée petitement et on s'est mis sur la piste, on va dire, entre griffes de pas seulement de ces élèves, parce qu'il n'y avait pas que des élèves, il y avait également des apprentis artisans qui s'adonnaient à ça et même de jeunes filles, on va dire, sans grande activité qu'ils faisaient aussi. Donc ça a pris des mois parce que c'était difficile de trouver des personnes ou des filles pour véritablement en parler, pour dire de quoi cela retournait. Mais de fil en aiguille, on est parvenu à quand même toucher plusieurs jeunes filles qui étaient concernées par ce phénomène. Et c'est un phénomène qui nous amène à nous poser beaucoup de questions par rapport à la société dans laquelle nous vivons. Parce qu'il faut se demander comment est-ce que de jeunes apprenants, de jeunes apprenantes en arrivent à une situation qui les oblige à se prostituer plusieurs fois dans une même semaine, histoire de dégager une cagnotte qui permet en partie de subvenir à ses besoins et l'autre partie est rangée dans une tontine pour après payer la scolarité, payer les fournitures scolaires, payer les besoins pendant les activités scolaires. Et bien évidemment, l'activité pour elle se déroule aussi de manière beaucoup plus intense pendant la période des vacances et après de manière moins intense pendant la période de l'année scolaire parce que, bien évidemment, il faut s'occuper de ces études. Alors, lorsqu'on fait tous les recoupements, on se rend compte qu'il y a d'abord, comme première racine de ce mal-là, la démission parentale. Parce que la plupart des jeunes filles que nous avons rencontrées, avec qui nous avons discuté, vous constatez qu'à un moment ou à un autre, les parents ont démissionné. Les parents n'étaient plus vraiment... C'est vrai qu'il faut mettre un petit bémol. Il y en a quand même qui sont un peu dans le mimétisme, dans le snobisme, parce qu'on veut imiter tel ou tel autre camarade. Ça, je ne m'étale pas vraiment sur ces exemples-là, parce que c'est vrai qu'il y en a. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est le cas de ces enfants-là, envers qui les parents n'étaient plus ou n'avaient pas vraiment la possibilité d'assurer
les besoins, la scolarité, les fournitures, le repas quotidien, ainsi de suite. Et donc, d'une manière ou d'une autre, il s'est trouvé sur le chemin de ces jeunes filles, d'autres personnes qui leur ont indiqué le chemin de la prostitution. Elles ont embrayé ce chemin-là. Et là où le phénomène touche davantage, c'est qu'il y en a beaucoup qui, malgré cette activité, on va dire immorale, n'ont pas renoncé à leurs études, continuent régulièrement d'aller au cours, de travailler à l'école. J'en ai vu une qui a commencé depuis la 4e et qui, au moment où on allait publier le papier, passait en classe de terminale et allait passer le bac. Donc, je suppose que celle-là, par exemple, c'est tellement que ces études universitaires ont été financées de la même manière. Ce que je me dis personnellement, c'est que il ne faut pas jeter forcément la pierre à ces jeunes filles. Il faut plutôt se poser la question de savoir, il faut peut-être faire en sorte que le mal qui les a amenés à prendre une décision aussi grave à un moment donné de leur vie, faire en sorte que d'autres personnes ne soient pas atteintes par cette gangrène-là, faire en sorte d'éviter que d'autres jeunes filles puissent également tomber dans le même piège. Alors, Bruno Soali, aujourd'hui, on parle de cette pratique-là de prostitution en milieu scolaire. Une autre, on va dire, on parle maintenant de tontine sexuelle, des jeunes filles obligées de se prostituer, obligées, en griffe, de se prostituer pour pouvoir financer leurs études. Est-ce qu'au nom d'une pseudo ou une certaine forme de démission parentale, la prostitution peut devenir un moyen de financement ou un moyen de recherche de gains? En tout cas, c'est un chemin facile, je dirais, que trouvent ces filles-là, parce que peut-être au détour de 10, 15, 20 ou 30 minutes de débat sexuel, c'est qu'elles s'en sortent avec, je dirais, un certain montant qui lui permet de s'acheter un certain nombre de choses pour préparer sa rentrée. C'est un chemin facile, mais dangereux. Et ce n'est pas toujours bon de choisir les chemins faciles dans la vie. Ce n'est pas parce que les parents ont peut-être démissionné à un moment donné ou à un autre qu'il faut prendre cela comme une fin en soi et s'adonner à des pratiques qui finalement vont vous nuire vous-même, parce que cette pratique-là, la suite, c'est que parfois vous avez des élèves qui commencent l'année scolaire et 2-3 mois après découvrent en réalité qu'elles portent le fruit de ce qu'elles ont fait pendant les vacances. Et ces dernières années, on a vu que le nombre de cas de grossesse en milieu scolaire, ça commence par devenir inquiétant. En l'année 2016-2017, on a eu près de 3000 cas de grossesse. L'année 2017-2018, on a eu près de 3000 encore. Et l'année dernière encore, on a eu également 1000 et quelques cas de grossesse, je crois. Donc, je pense que c'est un peu inquiétant. En dehors de cela, vous avez des jeunes filles qui, peut-être au nom de leur beauté, se disent qu'elles peuvent rapidement se faire de l'argent là-bas plutôt que d'aller s'adonner à des jobs de vacances. On a fait le débat ici il y a quelques jours. Il y a des jobs de vacances. Je sais que ce n'est toujours pas facile de se trouver des jobs de vacances. Ce n'est peut-être pas souvent bien rémunéré, mais je me dis qu'il vaut mieux gagner dignement son argent, même si c'est peu, que d'aller se donner à des pratiques sexuelles qui parfois vont vous mettre dans des situations où les montants qui vont vous tirer d'affaires sont des montants souvent exorbitants. Il y a beaucoup de maladies aujourd'hui et ces jeunes filles-là, forcément, ne savent pas s'y prendre. On va revenir justement à ces maladies-là qu'elles encourent. Donc, bien évidemment, Mylène Fanon, vous êtes une jeune dame. Il y a de ces femmes-là ou de ces filles-là, élèves, qui s'adonnent à la prostitution juste pour avoir de l'argent et acheter des effets de luxe, véritable effet de mode aujourd'hui. Véritable effet de mode, c'est surtout le suivisme, parce que actuellement on a les réseaux sociaux, on nous envoie plein d'images, plein de trucs à la tendance. Donc généralement, même quand tu n'as pas les moyens, tu es vraiment intéressé et facilement tu épuises tes dépenses. Donc j'imagine qu'elles n'ont pas de revenus et je dirais pas qu'elles trouvent une solution facile, comme l'a dit Bruno, parce que selon moi, rien n'est facile. Même pas la prostitution? Je n'ai jamais essayé, Bruno non plus n'a jamais essayé pour savoir si c'est facile ou pas. Donc, je dirais donc pas que c'est facile. Donc, elle préfère ça que de faire des activités pour pouvoir
subvenir à leurs besoins. Pas à leurs besoins, Enfin, pour à leurs pouvoir caprices. être, exactement, le Subvenir à caprice, leurs être à la caprices. mode. Alors, Monsieur Tifa, quelle approche sociologique peut-on faire de cette gangrène-là qui est en train tranquillement, mais vraiment vertigineusement, de nuire justement à cette couche, à cette tranche de la couche juvénile? J'avoue que je ne maîtrise pas très bien ce dont vous parlez. Il faut que je sois sincère. Je voudrais ensuite dire que le sociologue ne fait pas de la morale. Il observe les faits, les analyse, rend compte et ça s'arrête là. Il n'a jamais jugé qui que ce soit. Et la troisième chose que je voudrais préciser, c'est important. Il ne faut pas présenter les faits avec un effet de grossissement, puisque là, nous allons y mêler nos sentiments et scientifiquement, ils nous échapperont. Maintenant, pour en venir à l'essentiel, la prostitution ne date pas d'aujourd'hui. Et il y a aussi bien des femmes que des hommes prostitués. Si vous pensez que c'est l'apanage de quelqu'un, c'est que vous ne connaissez pas le phénomène. Que direz-vous si je vous dis qu'il y a de grandes autorités que vous connaissez qui sont des prostituées, puisqu'ils ont dans leur lit 2, 3 femmes par jour pratiquement. Vous voulez dire que ces autorités, hommes, ne sont pas des prostituées, ils le sont. Alors, ce qui rend le débat beaucoup plus alarmant, ou ce qui rend le débat beaucoup plus circonscrit, c'est que nous sommes dans le champ des études, nous sommes dans le milieu scolaire. Et il y a de ces filles-là qui s'adonnent à de la prostitution, peut-être parce qu'elles se sentent obligées de le faire, ou peut-être par suivisme. Comment elles font? C'est ça ce qui est important. Alors, selon l'article publié par notre collègue, bien évidemment, ces femmes-là font ce qu'on appelle, ces jeunes femmes-là font ce qu'on appelle de la tontine sexuelle. La tontine sexuelle qui voudra dire simplement aller se prostituer, récolter de l'argent et subvenir à leurs besoins en ce qui concerne les activités académiques, mais également en ce qui concerne, on va dire, leur survie, bien évidemment. Donc, c'est ce qu'on conçoit, c'est ce qu'ils conçoivent justement par la tontine sexuelle. Et on se demande aujourd'hui s'il ne faut pas tirer la sonnette d'alarme parce qu'on sait tout ce que cela équivaut, tout ce que cela vaut aujourd'hui, la prostitution. On connaît les dangers liés à cette pratique-là, à ce phénomène-là, pour ne pas dire ce fléau qui est en train de prendre de l'ampleur en sourdine, parce qu'on n'en parle pas assez. Quand on prend la prostitution, quand on parle de la prostitution, on pense généralement que voilà, il y a des prostituées attitrées et elles, ce sont leurs jobs, mais c'est que dans le domaine des études, dans le domaine académique, il y a de ces jeunes filles-là qui se prostituent et c'est ce qui rend le débat encore plus alarmant. Alors, si je comprends bien, c'est le statut d'étudiante qui gêne. D'élèves. D'élèves. Ah bon, ce sont des élèves. Oui, bon, je vous l'ai dit, je ne maîtrise pas tout le phénomène. Pour ce que je sais, les travailleuses ou les professionnels de CES, vraiment, en sont professionnels. Il y a beaucoup d'exigences autour de ça. Peut-être ça ne vous dit rien, mais imaginez-vous, elles ont 3 à 4 tests à faire chaque mois. Un centre de santé, un centre social à fréquenter tous les mois, beaucoup d'exigences à respecter. Et tout cet encadrement-là fait qu'on parle des travailleuses ou des professionnels du sexe. Alors, les jeunes élèves qui s'adonnent à cela, sans prendre toutes les mesures qu'il faut, sans prendre toutes les gardes qu'il faut, bien évidemment, on peut imaginer ce que cela pourrait engendrer. Quant aux raisons, il faut forcément s'approcher d'elles, les prendre en entretien, discuter avec elles, enregistrer, analyser et pouvoir interpréter. Il ne faut surtout pas les imaginer. Justement, vous avez en face de vous quelqu'un qui a réalisé ce travail, discuter avec elle, analyser, décrypter avant de publier son article, bien évidemment, parce que c'est ce que recommande, bien évidemment, la méthode journalistique, la méthode de traitement de l'information. Il peut vous apporter des éléments d'appréciation à cet endroit. Non, je pense que c'est... En réalité, le phénomène inquiète ou a inquiété ceux qui s'en sont intéressés parce que on se demande comment est-ce qu'en milieu scolaire, parce que là, on n'est même pas en milieu estudiantin, on est en milieu scolaire, donc on parle de jeunes filles, peut-être de 15, 16, 17... 18, maximum 20 ans.
qui sont censés être à l'école en train de travailler, mais qui se retrouvent, comme vous l'avez dit, projetées ou exposées dans une activité dont elles ne connaissent pas forcément tous les contours, dont elles ne maîtrisent pas forcément toutes les réalités. Alors, pour faire court, de jeunes élèves forment peut-être un groupe, 5 ou 10, selon le cas, s'entendent. La mise de la tontine est peut-être de 5 000 francs ou 10 000 francs ou 15 000 francs la semaine. Chacun s'arrange pour déposer sa mise. Le moyen pour aller collecter la mise, c'est d'aller se livrer à des activités sexuelles. Pour faire très court, c'est un peu ça le schéma du phénomène. J'en ai rencontré un certain nombre dans des établissements publics comme privés. Je reste en fait beaucoup plus sur le niveau secondaire pour montrer un peu, voilà. Alors, donc j'en ai rencontré un certain nombre qui sont dans des établissements publics comme privés, qui font ça depuis des années. Il y en a qui ne sont plus vraiment sous l'autorité parentale, il y en a qui ont loué, qui vivent, enfin, qui ont loué, qui payent le loyer, qui sont dedans et qui, par cette même activité, essayent de répondre aux obligations de l'école, qui continuent d'aller à l'école. Il y en a qui se sont déscolarisés au fil du parcours. Il y en a qui continuent d'aller à l'école. J'en ai rencontré plein d'élèves de 4e, de 3e, de seconde, de première, ainsi de suite. Donc voilà un peu comment ça se présente. Et je continue de dire que si on se met dans la posture de celui qui veut juger, ma foi, je pense que ça va un peu fausser le débat. Ce qui me semble important, c'est, comme je l'avais dit tout à l'heure, comment est-ce qu'on a pu arriver à ce niveau? Et c'est là que je continue d'interpeller la conscience parentale pour dire aucun enfant n'a demandé à naître, quelles que soient les conditions difficiles. Parce que quand j'ai entendu mon confrère Bruno parler il y a des jobs pendant l'année scolaire, il n'y a pas de job de vacances. Et pendant l'année scolaire, il faut payer la scolarité. Il faut payer les fournitures, il faut se déplacer pour aller à l'école, il faut manger. Voyez-vous, donc lorsque vous n'avez pas le soutien qu'il faut, je ne suis pas venu pour légitimer le fait ou pour faire l'apologie du crime. Ce n'est pas ça le plus important. Mais j'ai essayé de me mettre un peu, quelques années en arrière, dans la posture de ces jeunes filles. Je me suis revu un peu sur les bancs du secondaire. Moi, chaque matin, j'allais tendre la main à mes parents pour prendre mon petit déjeuner, aller à l'école. Lorsque j'avais un besoin, je venais l'exprimer et on essayait de satisfaire mon besoin. Mais lorsque vous avez les mêmes besoins, que vous n'avez personne, que vous n'avez pas le soutien qu'il faut, que vous n'avez même pas le repas quotidien, je pense que c'est difficile. Et ça ne veut pas non plus dire qu'il faut se jeter dans les solutions faciles. Ce n'est pas ça, mais c'est de faire en sorte que cela ne... Pour moi, c'est une gangrène. Donc, il faut faire en sorte que cela n'aille pas au-delà. Comment déjà faire? Qu'est-ce qu'il faut déjà faire pour que celles qui sont dedans aujourd'hui puissent y être retirées? Qu'on puisse stopper le mal. Parce que ça prend de la propension. Lorsque vous avez des élèves qui viennent en classe avec des parures, avec un certain nombre de choses, forcément, elles attirent l'attention sur elles et d'autres jeunes filles peuvent facilement se laisser contaminer par le même phénomène. Donc, pour moi, le plus important, c'est comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter la saignée. Et que faut-il faire selon vous, justement? Je me retourne une fois encore vers les parents. Je ne continuerai pas à le dire autant que faire se peut que la responsabilité, elle est d'abord parentale. Alors, oui, allez-y. Elle est d'abord parentale parce que si vous avez eu le courage, je dis ça comme ça, si vous avez le courage de mettre un enfant au monde, vous devez avoir également le même courage pour subvenir à ses besoins. C'est vrai que la vie ou les difficultés de la vie ne nous préviennent pas, elles nous surprennent, mais je continue de croire qu'un enfant est un être assez fragile qu'il faut protéger, qu'il ne faut pas exposer à un certain nombre de choses. Il ne faut pas exposer l'enfant de par ses besoins, de par la non-satisfaction de ses besoins. Si on est des parents, il faut l'être et l'être jusqu'au bout. Il faut être responsable et faire en sorte que les enfants soient mis à l'abri du besoin. Alors, Mylène Fanon, un enfant avec des problèmes d'adultes à qui on demande de ne pas se débrouiller, en tout cas, pour lui, si se débrouiller, c'est aller se prostituer, bien évidemment, il va le faire. Comment on fait pour stopper aujourd'hui le mal? Comment on fait pour faire en sorte que ce mal ne connaisse pas une propension qu'il en connaît déjà? Il faut déjà un suivi.
il faut un suivi à la fois à la maison et à l'école. Parce que le parent, je ne dirais pas le parent, l'enfant passe le clair de son temps à l'école. Donc, même quand les parents à la maison essayent de cadrer l'enfant, quand l'enfant va à l'école, ils ne savent pas ce que l'enfant fait. Donc, il faut déjà à l'école que les professeurs, l'administration puissent suivre les enfants. Bruno Soali. Non, je pense qu'il faut que je recadre ce que j'ai dit parce que je constate que je me suis fait mal comprendre. Ce que je suis en train de dire, j'ai bien condamné la posture des parents qui démissionnent de leur rôle dans la vie des enfants. Mais la question que je pose, est-ce que parce que papa et maman t'ont abandonné, est-ce de tout ce qu'un être humain peut faire sur terre pour se faire de l'argent, est-ce la prostitution qu'il faut choisir? C'est la question que je pose. Je n'ai pas dit je ne suis pas en train de juger les filles qui s'adonnent à cette activité, mais je suis en train de dire, parce qu'en même temps, dans ce cas, mais n'oubliez pas, en face, on a peut-être beaucoup, ce n'est même pas peut-être, j'en connais, on a beaucoup d'exemples de jeunes filles aussi qui sont dans les mêmes situations que ces jeunes filles qui se prostituent là, mais qui n'adoptent pas cette méthode de la prostitution, qui peut-être en vacances se débrouille, elle va peut-être trouver un petit commerce, j'en connais, qui se trouve un petit commerce, vraiment petit, je le dis comme ça, avec des revenus vraiment maigres, mais elle s'y met et à la fin des vacances, elle arrive au moins à s'en sortir plus ou moins. Mais est-ce que, parce que les parents ont démissionné, parce qu'on n'a plus le soutien parental, est-ce qu'il faut, à cause de cela, est-ce qu'il faut choisir la solution de la prostitution? C'est ce que je suis en train de dire. C'est vrai, il faut condamner les parents, mais il faut aussi qu'on parle à ces jeunes filles-là que ce n'est pas forcément comment dirait-on, ce n'est pas la panacée. Il faut peut-être réfléchir autrement. Et c'est peut-être le moment aussi, je dirais, de lancer un appel à nos autorités de véritablement pencher, je dirais, un regard sur le cas de ces jeunes filles-là et peut-être trouver une solution, pourquoi pas, d'accompagnement, je ne sais pas, de ces jeunes filles-là. Bien entendu, les critères seront à définir, mais il faut que ces jeunes filles-là soient accompagnées et dire à ces jeunes filles-là que la solution, ce n'est pas forcément la prostitution. Parce que je continue de le dire, c'est bien beau de vouloir subvenir à ses besoins, de vouloir sauver son année scolaire, mais il faut aussi penser aux conséquences. Quand elles reviennent avec des grossesses, elles font comment? Le sociologue nous a parlé du cas des professionnels qui est bien différent. Elles sont suivies, elles ont des médecins, elles sont conseillées, elles ont tout à leur disposition pour mener leur profession. Elles sont mais quand vous êtes élève, vous n'êtes pas professionnel. C'est une circonstance qui vous amène à vous jeter dedans. Parfois, vous ne connaissez pas votre statut sérologique, vous ne connaissez pas le statut sérologique des gens avec qui vous menez votre activité, vous ne savez pas quelles sont les maladies que ces gens-là ont. Vous-même, parfois, à cause de l'âge, parce qu'il y en a qui sont peut-être à la puberté, etc., qui ne savent même pas bien calculer les cycles, qui ne savent même pas quelles sont les réactions de leur corps et qui s'adonnent à cette activité, ça ne donne pas le même résultat. Vous voudrez sauver votre année scolaire, mais vous allez plutôt la plomber parce que vous avez choisi une activité qui, forcément, ne va pas vous faire du bien, ne va pas vous faire du bien à vous-même, à votre corps et surtout à votre avenir que vous pensez vouloir sauver. Donc, il faut que je me fasse comprendre. C'était très, très bien compris. D'accord. Il faut que je me fasse comprendre quand même. Non, je vous ai parfaitement compris. Mais en fait, vous savez, j'ai peut-être oublié de le dire. J'en ai rencontré qui, de par cette activité-là, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Hein, c'est une activité à très haut risque. C'est vraiment dangereux pour des enfants de cet âge-là de se lancer dans une activité comme celle-là. C'est vrai qu'on ne va pas faire tout le débat sur ce plateau parce qu'il y a également des réveils. Il y en a qui ont rencontré des situations malencontreuses, qui ont rencontré bien de choses. Mais dans le même temps, il y en a qui, de par cette activité, et c'est là que je me dis, il faut vraiment qu'on puisse adresser des messages forts aux parents. Parce que lorsque vous permettez à votre fille de 15, 16, 17, 18 ans de ramener de l'argent à la maison pour nourrir toute la famille, pour subvenir aux besoins de toute la famille, sans vous demander d'où est-ce que cet argent-là vient, comment est-ce que votre enfant, votre fille s'expose pour ramener ça à la maison et que vous consommez ça allègrement, je pense que ça pose un problème. Ça pose un problème sérieux de mon point de vue et il faut vraiment qu'on se pose des questions, qu'on se demande comment est-ce que
comment est-ce qu'on s'est arrangé pour en arriver à une situation comme celle-là. Et donc, à partir de ce moment-là, pour moi, il faut que nous, peut-être en tant que professionnels des médias, on fera ce qui est de notre ressort, sensibiliser ou passer des messages d'aller, je ne sais pas tout ce qu'on peut faire. Mais dans le même temps, à d'autres niveaux, au niveau de la société, je crois qu'il faut que d'autres maillons également prennent le relais, puissent travailler et surtout parler à ces enfants-là. C'est vrai que ce n'est pas la meilleure voie, mais je me demande, est-ce que ces jeunes filles ont eu la chance de rencontrer de bonnes personnes? Parce qu'il y a également le suivisme, il y a le mimétisme qui s'ajoute à ça. Parce qu'une cousine le fait, parce qu'une amie le fait ou parce qu'une copine le fait. Et semble s'en sortir. Donc, il y a également les mauvais exemples. Il y a la fausse image, ou la fausse vraie image de la jeune fille à qui tout réussit par cette méthode-là, que certaines projettent et que leurs camarades captent facilement et se mettent également sur le même chemin. Donc, pour moi, c'est de faire en sorte que le phénomène puisse sortir complètement du milieu scolaire, faire en sorte que plus aucune jeune fille ne choisisse d'embrayer ce chemin-là. Alors, monsieur Tchefa, nous sommes aujourd'hui quasiment à la veille de la rentrée. La rentrée, c'est dans quelques jours. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que la sensibilisation peut toucher des jeunes filles qui sont convaincues de ce que seule la prostitution est la voie à suivre pour pouvoir subvenir à leurs besoins? Est-ce qu'on est sûr que de simples messages de sensibilisation peuvent faire l'affaire? La sensibilisation, c'est quelque chose d'assez complexe. Et sensibiliser un être humain, c'est-à-dire passer des messages jusqu'à ce qu'il devienne sensible à un phénomène ou à une situation, c'est difficile. La répétition est pédagogique. Et ça dépend des outils qu'on utilise pour pouvoir y arriver, parce que la sensibilisation, c'est aussi une forme de communication et d'éducation. Et il y a des outils pour y arriver. Il y a une démarche pour y arriver. Disons que c'est aussi un domaine professionnel dans lequel on s'investit en vue d'obtenir des résultats. Au regard de tout ce qui a été dit, je voudrais ajouter également l'efficacité de nos politiques de protection sociale, de sécurité sociale. Les centres de promotion sociale, les assistants sociaux, les médecins, les infirmiers, les sociologues, les anthropologues, les psychologues, qui ont tous quelque chose à apporter à cet hôtel pour l'édification de notre société. Bien évidemment, il faut également indexer la responsabilité sociétale. Parce que, je vous ai dit, c'est un phénomène que je ne connaissais pas. Et quand vous l'imaginez tel que c'est décrit, bon, ça ne peut que donner la chair de poule. Des enfants de 15, 16 ans qui, tout en étant à l'école, développent une activité de prostitution et que des parents aussi sont là, ferment hypocritement les yeux, bien évidemment, il faudrait qu'on se pose la question par rapport à l'efficacité des fondamentaux de notre société. Et tout cela, je crois que c'est une affaire de responsabilité au niveau de chaque acteur social. Bruno, pour finir très rapidement, en 30 secondes, très rapidement. Oui, on a restreint le sujet à la tontine, on va dire scolaire, mais le sujet c'est prostitution. Il faut dire que c'est beaucoup plus large que ça. Ça touche aussi, si on va revenir à la prostitution scolaire, ça touche aussi les enseignants qui, parfois, pendant le déroulement de l'année, ça donne à des activités sexuelles avec leurs élèves. Il y a aussi un autre phénomène parlant de tontine sexuelle dans les écoles, mais cette fois-ci pour les hommes, où, comme le disait Josué, on se cotise de l'argent, on met de l'argent ensemble et c'est le week-end, on délègue une personne qui va aller avoir une aventure sexuelle avec, je ne sais pas, une victime qui est déjà ciblée. Ça aussi, c'est un phénomène qui existe dans nos lycées et collèges et qu'il faut véritablement décourager. Merci à vous, messieurs, dames. Le débat, il est intéressant. C'est une gangrène aujourd'hui qui mine le milieu scolaire. On a fait le débat autour. La responsabilité parentale se présente comme, on va dire, l'alternative majeure pour circonscrire ce mal. Celles qui sont déjà dedans, il faut les sensibiliser jusqu'à ce qu'elles comprennent
les dangers qu'elle court en s'adonnant à une telle pratique et celles qui ont envie d'arpenter ce domaine-là, bien évidemment, avis à vous, mesdemoiselles, avis à vous, mesdames, ce n'est pas le bon chemin. Alors, monsieur, vous restez avec nous, on amorce à présent la descente. Retour plateau donc pour amorcer la descente. Pour ne pas dire, on va descendre à présent. Et la rubrique qui nous aide à descendre, c'est bien évidemment le quiz. Messieurs, je vous explique très rapidement le concept. Le quiz, c'est 5 questions pour déterminer un champion. Quand on était au collège, on faisait génie en herbe. C'est pas du génie en herbe parce que je ne vais pas me permettre l'affront de faire génie en herbe à de grands messieurs que vous êtes, mais c'est 5 petites questions pour déterminer un champion. 2 équipes à constituer très rapidement et de façon, on va dire, collective. On va décréter équipe A, équipe B. Est-ce qu'on est d'accord pour le principe? Des questions identification. Donc, équipe A, Mylène et Josué. Équipe B, Bruno et Monsieur Tchifa. Alors, ce sont des questions identification. Le premier à trouver la réponse n'a jusqu'à m'arrêter et donner la réponse. Alors, qui suis-je ou que suis-je? Je suis un pays d'Afrique orientale d'une superficie de 644 329 km². Je suis frontalier de l'Éthiopie à l'est, du Kenya, de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo et de la Centrafrique à l'ouest. Je possède une terre riche en ressources naturelles, minerais, pétrole. Pardon? Mauvaise réponse. Éthiopie. Mauvaise réponse. Depuis 2013, je traverse une crise politique qui dégénère en affrontements armés qui font des milliers de morts et de déplacés. Le Soudan. Mauvaise réponse. Et de déplacés. C'est après une guerre civile sanglante que j'ai proclamé mon indépendance à la suite d'un référendum en 2011. Je suis le dernier né de l'Afrique. Soudan. Le Soudan du Sud. Bonne réponse pour l'équipe A. Deuxième question. Qui suis-je? Je suis un Britannique, né le 25 décembre 1642. Je fus philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, astronome et théologien. Je suis surtout reconnu pour avoir fondé la mécanique classique et pour ma théorie de la gravitation universelle aux lois de la pesanteur. Isaac Newton. Bonne réponse pour M. Tchifa. 1 point partout. Donc, j'ai aussi inventé le télescope à réflexion. Je suis Isaac Newton. Qui suis-je? Troisième question. J'ai été créé en 1992 à l'occasion du sommet de la Terre de Rio de Janeiro, lors d'un cadre d'action de lutte contre le réchauffement climatique. Je suis une convention qui réunit tous les... La COP. La COP. Bonne réponse pour l'équipe B. On est à 2-1. Messieurs, équilibrez la rencontre. Je suis une convention donc qui réunit presque tous les pays du monde qui sont qualifiés de parties. Leurs représentants se rassemblent une fois par an depuis 1995, qui a d'ailleurs connu son premier acte à Berlin. En décembre prochain, je serai à mon 25e chapitre à Santiago, au Chili, du 2 au 13 décembre 2019. Je suis la conférence des parties, la COP. Troisième question, question musique. Je suis auteur, compositeur et interprète, danseur et chorégraphe américain. Je suis né le 29 août 1958 à Gary, dans l'État d'Indiana. Dans les années 60, je deviens une figure majeure de la figure pop. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Ça fait 3-1. 3-1 pour l'équipe B. 3 bonnes réponses pour l'équipe B. Messieurs, ils ont gagné la rencontre. On va jouer. Bon, je décrète que c'est 2 partout. Je décrète unilatéralement que c'est 2 partout. Parce que je suis l'arbitre de la rencontre, n'est-ce pas? Je décrète que c'est 2 partout. Donc, dernière question pour départager les deux équipes.
Qui suis-je? Je suis à l'origine du mouvement de la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Papa Wemba, j'ai voulu vous racheter, mais... Merci donc à vous, Monsieur Tchefa, de finir pour ceux qui nous suivent. Je suis à l'origine du mouvement de la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, mouvement à la fois dandy et exubérant qui s'est répandu dans le monde entier grâce à la diaspora. En 1977, je fonde le label Viva la Musica qui a formé de nombreuses stars de la musique congolaise et africaine telles que Koffi Olomide, souvent surnommé le père ou le roi de la rumba congolaise. J'ai tiré ma révérence le dimanche 24 avril en plein concert alors que je me produisais au FEMUA, bien évidemment, Shongo, Webbadio, Pene, Kikumba à l'état civil. Je suis le très célèbre, bien évidemment, Papa Wemba. Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci, Monsieur Tchefa, vous êtes resté avec nous. Merci également à Josué d'avoir répondu à notre invitation. Les débats étaient surtout enrichissants en ce qui concerne la prostitution en milieu scolaire. Merci également à vous, chers chroniqueurs. On se retrouve déjà demain, quand il sonnera très exactement 7 heures. D'ici à là, portez-vous très bien parce que sans vous, vous le savez, nous n'existons pas.